Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai honneur d'être capable de présenter ici parce que l'Institut Momentum était vraiment une inspiration pour moi. Quand j'ai découvert le livre Le Grand Paris après l'effondrement, ça m'a vraiment inspiré beaucoup. Et je vais aussi finir de parler sur un peu sur ça, en fait. Comme vous entendez déjà très bien, je suis pas francophone du base. Je vais faire de graves erreurs dans mon présentation grammaticale et tout ça. Et je m'excuse déjà. C'est aussi un petit défi pour moi de parler pour 3 heures en français. Je sais normalement, je entre dans une brume de langage après 1 heure et demie. Alors, si à un moment donné je trouve pas les mots, je vais peut-être te demander à la traduction d'anglais ou quelque chose comme ça. Restez avec moi. Oui, alors le titre de mon présentation, c'est Déconstruire le système automobile, reconstruire nos désirs, psychoanalyse de l'autodestruction. C'est un titre qui a été fait en collaboration avec Agnès. Je te dis merci pour ça. Et comme on a beaucoup de temps, en fait, je me suis vraiment dit que je vais présenter quelques thèses de mon livre à une échelle plus large, en fait. Et aussi, je vais vous montrer 3 vidéos pour un peu nous soulager entre temps et tout ça, et aussi pour une pause pour moi entre parler, franchement. Euh, oui, c'est ça. Alors, juste pour vous donner un peu une orientation, je veux commencer de un peu vous parler de la motivation, pourquoi j'ai écrit ce livre-là, et qu'est-ce que c'est mon perspective sur la voiture. Euh, Après, je vous donne un peu mon système ontologique, ou mon méthode que j'utilise, et après, je parle euh, sur quelque chose que j'appelle la création ou la production de la nature majuscule. Je trouve que euh, il faut comprendre la voiture comme une machine qui produit la nature majuscule. C'est pas, je crois, la problème de la critique de la voiture mainstream, c'est qu'on croit la voiture, c'est mauvaise pour l'environnement et tout ça, parce que ça cause de pollution et tout ça c'est vrai, mais je trouve que ce n'est pas assez profond comme critique parce que ça produit vraiment une relation au monde qui aussi produit une idée de nature. Et je vais élaborer sur ça plus tard. La quatrième partie de mon présentation sera un peu sur la question comment est-ce qu'on est arrivé où on est maintenant. Et ça, c'est aussi une possibilité de parler de l'époque fasciste qui était vraiment un moment clé de l'instauration du système automobilier. Et après, comme cinquième part, je vais essayer de finir avec quelque chose qui donne peut-être un peu plus d'espoir. Je trouve plus en plus dans cette temps sombre que c'est une tâche politique de créer de possibilités d'espoir, en fait. Alors, je vais essayer de parler premièrement de mon pratique des arts, parce que je travaille pas que comme théoréticien, mais aussi je fais de projets artistiques, performatifs, installatifs. Et après, je parle un peu du activisme aussi. C'est pour la plupart de l'activisme français qui m'inspire, parce que je trouve que le mouvement environnemental en Allemagne ou dans la sphère germanophone est en vraie crise maintenant et je trouve que en France, il y a quand même des mouvements qui me donnent une inspiration. Et je vais vous parler, même si j'ai un peu le doute que vous savez mieux cette scène politique que moi, mais on peut discuter sur ça. Bon, ça c'est un peu l'orientation. Euh, pour parler un peu de mon motivation de livre, je suis une philosophe du bas. Alors, je pense pas sur la voiture d'une perspective urbaniste ou mécaniste ou d'une perspective sociologique. Psychologie. Mais j'essaie vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est engagé dans la machine de voiture. Et alors, je comprends pas la voiture. La voiture ne m'intéresse pas premièrement comme machine,
mais plutôt comme une prothèse qui crée une relation à l'environnement qui est par ses propres moyens toxique et problématique, même si ça crée des liens amoureux et aussi des liens d'une dépendance affective que nous partageons tous, même si nous sommes jamais dans une voiture. Ça m'intéresse beaucoup. Euh, et en fait, mon livre sur la voiture, c'est un peu la deuxième part de un projet philosophique qui a commencé beaucoup plus abstrait et disons, philosophiquement pur. C'est mon thèse doctorale qui était publié comme Ecological Reasonings par Bloomsbury. Et dans ce livre-là, je me vraiment demandé pour. Alors, j'ai travaillé 8 ans sur ce livre-là. Alors, c'était vraiment une lutte profonde avec la notion de raison occidentale. Alors, qu'est-ce que c'est être raisonnable et tout ça? Et j'ai trouvé, même si je viens d'une tradition philosophique critique qui voit que, oui, notre notion de raison, c'est phallocentriste, c'est très misogyne, c'est colonial, c'est impérial et tout ça, je suis tout d'accord avec toutes ces critiques-là, mais je trouve quand même que ce n'est pas assez de que critiquer la raison, mais de aussi se demander qu'est-ce qu'on peut affirmer dans la notion d'être raisonnable. Parce que si on laisse la notion de raison juste à côté, ça va utiliser par la droite. Et ça, c'est un peu le problème d'analyse que j'ai. Et j'ai appris la plupart de mon, je sais pas, méthode philosophique d'Isabelle Stengers, la grande philosophe belge, que je trouve vraiment c'est la plus grande philosophe vivante pour le moment. Elle montre vraiment que la critique pure crée le monstre. Ça crée vraiment une zone vide qu'il faut remplir parce que sinon ça crée des affects, ressentiments et tout ça qui sont vraiment dangereux. Et je trouve vraiment qu'on vit dans cette époque-là maintenant. J'essaie de comprendre le phénomène politique comme le Trumpisme et tout ça aussi comme un résultat un peu comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé? C'est un peu de, après, faire une généalogie de notions de raison, de demander de qu'est-ce que c'est un peu le mouvement clé dans notre épistémologie qui s'unit sur la notion de raison. Et moi, je constate que quelque chose que j'appelle monorationalisme et qu'un genre de fétichisme de théorie occidentale, c'est qu'il n'y a qu'une raison. Alors, je pense en allemand du bas. Euh, le mot pour raison, c'est Vernunft en allemand. Et j'ai regardé le Duden, le dictionnaire standard de allemand. Et dans le dictionnaire, il dit il n'y a pas une pluriel du Vernunft. C'est une faute grammaire si on dit Vernunft. Alors, ça se dit très facilement, mais c'est une faute grammaticale si on parle de pluralité de raison. Et c'est un peu la même en français ou en anglais. Reasons ou raison, au pluriel, c'est plutôt la raison pour aller dans la forêt plus tard ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas vraiment une multiplicité de capacités de penser. Alors, mon critique, ou pas que mon critique, mais ma façon essaie d'un peu comprendre comment créer un pluralisme méthodologique autour des raisons. OK. Ça, c'est très abstrait, très philosophiquement, mais je veux juste vous présenter de où je viens. Et après, je finis ce thèse doctorale qui est devenu un livre. J'avais vraiment eu le désir de concrétiser cette exploration philosophiquement dans un objet que tout le monde connaît. Et ça, c'est la voiture, clairement, parce que la voiture, c'est vraiment une machine que pers- toutes personnes modernes sont forcées d'avoir une relation avec. Alors, si on déteste la voiture, comme moi personnellement, je suis plutôt dans la côté de haine contre la voiture, mais aussi l'amour pour la voiture, je crois, c'est une chose alliée, en fait. C'est un symptôme d'une une relation nécessaire de cette prothèse-là. Et alors, je comprends
la voiture comme une machine qui rend cet monorationalisme. Alors, cette notion qu'il n'y a qu'une raison, une science commune. Je vais parler de ça plus tard. Qu'est-ce que je veux dire avec ça plus concrètement? Mais ça, c'est un peu mon base d'où j'ai fondé mon exploration philosophiquement de la voiture, que c'est vraiment une machine qui rend un projet philosophique colonial, misogyne, qui date de modernité de 17e siècle. Alors, on parle de René Descartes, on parle de François Bacon, de tous ces pères fondateurs de sciences modernes, tout ça. Que cette idée de naturalisme, si on veut utiliser le mot de Philippe Descola, que cette idée est juste devenue une science commune que nous sommes forcés de partager, nous tous, pas des machines comme la voiture, en fait. Et ça m'intéresse vraiment parce que je crois, mon question de recherche de base n'a pas vraiment altéré depuis, je pense, et c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de changer face à la crise climatique? Parce que alors la science est très très claire et il y a des vagues de manifestations qui sont super fortes, comme on a vu en 2018 et tout ça. Et maintenant, on vit dans ce grand moment de backlash où on voit avec, moi, ça m'effraie beaucoup qu'on voit vraiment que même les premiers pas dans la bonne direction sont détruits. Et je veux un peu comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que notre rationalisme ne fonctionne pas à comprendre notre apathie envers le collapse écologique qui est en train de devenir plus en plus grave. Mais pour utiliser un bon mot de Slavoj Žižek, qu'on est très bien capable de comprendre la raison, mais on ne le sent pas. Et je crois dans ce mot-là, on trouve déjà cette fameux partage entre esprit et corps, qui est un moment fondateur ontologique oui, de ontologie moderne, en fait. Et je crois que c'est reproduit par la voiture. Ça, c'est un peu mon base de départ. Je vais parler plus de ça plus tard, mais c'est un peu mon motivation philosophique. Ça, c'est la couverture de la version allemande. La version allemande est beaucoup plus grande que la version française. La version allemande a environ 400 pages. En fait, j'ai toujours essayé d'écrire un livre à cette taille-là. Je trouve que c'est la taille parfaite parce que dans mon expérience, les gens achètent pas de gros livres. D'accord, tu peux présenter le livre Ouais. parce que tout le monde n'est pas au courant. Ouais, ouais, je vais Tu faire vas en ça parler. tout au moment. Mais alors, j'ai vraiment essayé aussi en allemand d'écrire un livre de 120 pages sur la voiture. C'est une critique forte qui se vend très bien et qui peut être je sais pas, une intervention politique dans l'Allemagne. Mais dans mon recherche, j'ai vraiment vu si on parle de voiture, on parle de modernité en total. Alors, c'est devenu un livre de 400 pages. Je vois ça plutôt comme un problème. Et après quand j'ai creusé les gens de l'édition Wild Project, qui ont fait la traduction de ce livre-là, que je présente maintenant, ils ont proposé de faire une version courte de ce livre qui a maintenant 150 pages. Je trouve que c'est vraiment très bien fait de un peu distiller le moment clé. Euh, et je suis vraiment, je remercie le traducteur Mathieu Dupont pour faire ce travail énorme en fait. Euh, mais je dis tout ça parce que je vais aussi parler de quelques trucs dont je parle qui sont pas dans les livres là, mais qui sont juste dans les livres allemands. Euh, oui, j'ai deux exemplaires avec moi si quelqu'un est intéressé à l'acheter, mais aussi on le trouve dans beaucoup de librairies. Comme je suis content d'avoir découvert dans les dernières années à Paris, la dernière journée à Paris.
Euh, ok, est-ce que j'ai... Ok, oui, oui, peut-être le dernier mot pour, comme introduction, que c'est aussi mon stratégie de utiliser la voiture comme une métaphore pour comprendre notre relation à la catastrophe écologique. C'est aussi un essai de rendre sensible quelque chose qui est décrit comme hyperobject par Timothy Morton, Mm. hyperobjet, ou comme, je sais, Hyper-objet. hyperobjet. Mm. Timothy Morton, il décrit qu'un problème de la crise climatique, c'est que tellement large que c'est vraiment difficile de vraiment dire qu'est-ce que c'est, de vraiment établir une relation sensuelle tout à fait avec cette Mm. crise-là, parce que c'est partout, mais c'est aussi nowhere, comment dire? Nulle part. Nulle part. C'est Mm. un peu ce truc, c'est ici dans la chambre, mais c'est difficile de clarifier qu'est-ce que c'est en fait la crise climatique. Et je trouve que la voiture, c'est peut-être pour moi le meilleur outil de un peu rendre sensible cet hyperobjet-là. Et pour moi, pour montrer ça, j'utilise un concept qui propose une alternative à le concept anthropocène. J'aime très bien le concept homogénocène. Et la critique de ça, alors je comprends que vous êtes toutes familières avec le concept anthropocène, comme oui, c'est le Mm. sous-titre de tout momentum. Euh, Comme vous savez aussi, il y a beaucoup de critiques de Anthropocène que c'est Mm. trop, oui. Alors je vais pas vous expliquer qu'il y a beaucoup de critiques. Euh, hum, alors il y a aussi des propositions de l'appeler capitalocène ou occidentalocène ou androcène, et il y a beaucoup de zènes. Mhm. Euh, et moi j'aime comme méthode le concept de homogénocène qui essaie de montrer que le problème clé de notre époque, que c'est une homogénéisation de façon de vivre humaine, mais aussi pas humaine en fait. Mm. Parce que c'est une image trop simpliste que toute la nature, entre guillemets, est détruite dans la même échelle. Il y a des animaux qui sont très contents avec notre règne anthropocentrique sur la planète. Alors les rats, cockroaches, Cafard. le cafard et Mm. beaucoup des autres animaux sont assez contents et vivre avec nous en symbiose, mais le problème que on a face à une crise d'extinction de masse, alors la diversité de vie est vraiment menacée par nous. Et cette Mm. tendance de homogénéisation de façon de vie, de planète, et aussi se montre aussi dans notre façon de vie humaine Mm. qui est en train de homogénéiser dans un capitalisme consumériste partout dans le monde. Alors, l'idéal d'une bonne vie est un peu le même dans tous les coins du Mm. monde, en fait. Alors, on a une maison avec une famille de mère, père, deux enfants, un chien, deux voitures, et Mm. alors on travaille pour 8 heures chaque jour sur un ordinateur. Ça, c'est un peu Mm. l'idée d'une bonne vie et c'est un peu le même partout en fait. Et aussi Mm. notre environnement sont un peu le même partout. Et je crois que la voiture est un agent principal de homogénéiser le monde comme ça. Et ça, c'est un peu aussi mon perspective que je prends. Euh, et pour ça, il m'intéresse aussi. Alors, j'ai commencé à écrire ce livre-là à un moment où il y avait beaucoup plus d'espoir pour un changement plus profond écologique. Alors, j'ai commencé à écrire ça en 2018, 2017. Alors, la vague Fridays for Future avec Greta Thunberg était vraiment là et c'était un moment intéressant. Et on a aussi parlé vraiment de est-ce qu'on va se libérer de la voiture d'une façon radicale? Est-ce qu'on va libérer les villes de voitures? Et c'était vraiment une... Alors, si on regarde cette époque-là, qui est maintenant même pas 10 ans en arrière, j'ai une tendance à devenir un peu nostalgique avec cette époque-là parce qu'il y avait vraiment cette
horizon de pensée qui est vraiment fermé maintenant avec le Mhm. fascisme partout. Et à cette époque-là, euh, j'ai un peu fait cette étude de alors je me demandais à quel moment du monde est-ce qu'il y avait une critique ou une inflation de critique de voitures. Et j'ai trouvé ce livre de Brian Ladd, un urbaniste historien américain de Boston, qui a écrit ce livre déjà en 2008 ou quelque chose comme ça, qui s'appelle Autophobia. Et il montre qu'il y a des vagues de critiques de voitures depuis il existe la voiture en fait. Parce qu'à cette époque-là, 2018, quand j'ai commencé, je me suis tout d'abord dit, oh, c'est quelque chose de nouveau. Les gens, on a dit dans le journaux, le jeune, il veut plus de voiture et tout ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais si on regarde historiquement, ce sont des vagues qui reviennent chaque 20 années environ. Mhm. Et euh, Mhm. Brian Lett montre très bien que depuis les années 10, en fait, alors 19, 10, 19 000, non, 1910, Mhm. il y a cette vague de critiques et la critique du voiture montre plutôt qu'il y aura une nouvelle croissance de marché et de vente de voitures qu'un baissement de vente. Et Mhm. ça, c'était une critique que je trouve très intéressante à cette époque-là. Et je suis un peu triste que je me sens un peu vérifié maintenant, parce qu'on voit vraiment dans que ce moment de, disons, crise de dernière année de deuxième décennie de troisième millénaire, euh, que c'était vraiment juste un moment d'instauration d'un nouveau régime de voiture. Et maintenant, on voit partout dans le monde que avec la voiture électronique, mais aussi avec l'ancienne voiture de combustion, c'est vraiment en retour maintenant. Et on construit partout les autoroutes et c'est vraiment ce moment où on a pensé qu'il y aura des changements et fini. Mhm. Et ça m'intéresse beaucoup et je essaie aussi de demander comment est-ce qu'on peut s'en sortir de ce cercle vicieux. Bon, ok. Ça, c'est assez comme introduction. Euh, je vais vous montrer le premier petit film de 2 minutes pour un peu respirer. Ok, c'est un extrait un film pas très bien connu de David Lynch qui s'appelle The Straight Story.
Et je trouve cette scène très remarquable parce que c'est vraiment pour moi un peu une métaphore pour pour la tragédie moderne avec notre relation avec la nature. Parce que, alors nous savons que nous détruisons la nature, mais nous l'aimons. C'est pas parce qu'on détruit la nature parce qu'on le déteste pour la plupart, mais on le romantise, on l'aime vraiment, mais on continue la même façon de vivre et elle sait très bien qu'elle va tuer la prochaine biche dans quelques jours, probablement. Elle dit je crois dans quelques semaines, elle a tué déjà 7 biches. Et cette façon comme elle est intégrée dans un système qui rend impossible une critique efficace à exprimer cette émotion et le traduire dans une action, je trouve très intéressant comme une métaphore générale avec notre relation environnementale. Aussi, je trouve très intéressant cette relation entre les genres dans ce film-là, que c'est la femme qui est très émotionnelle, qui aime la nature et tout ça, et l'homme est juste là et il comprend, mais il n'y a rien à dire en fait, parce que oui, c'est cette image que l'homme qui domine la nature, que c'est l'être rationnel, et oui, la femme, c'est plutôt émotionnel et elle peut avoir l'émotion, mais il y a rien de significant dans cette émotion-là. C'est juste quelque chose. Alors, elle sait dans ce film-là, euh, par soi-même, que ça n'a pas de sens, en fait. C'est juste la folie. Et oui, on va avoir 5 minutes de crise panique. Et après, on continue à conduire comme ça parce qu'il n'y a rien à faire. Elle doit aller à travail, c'est ça qu'elle dit. Je dois aller à travail, je dois retourner à la maison, et c'est 20 kilomètres, je le fais chaque jour, et c'est juste comme ça que je tue le biche. C'est comme ça. Alors, c'est quelque chose, on est juste petit, on est juste fou si on reste avec ça. Il n'y a pas un lieu public où on peut exprimer ça avec une conséquence. Euh, et je trouve que c'est un moment clé pour comprendre où on est. Et une base théorique où je fonde mon travail sur l'écoféminisme et je base vraiment, alors, un livre clé pour moi pour tout mon travail, c'est The Death of Nature, La mort de la nature de Carolyn Merchant. C'est un classique pas assez connu, je trouve. C'était écrit dans 1980. Les chiffres français toujours. Euh, ouais. Et ça essaie de montrer comment, au début de l'époque moderne, alors on parle de 16e siècle environ, il y avait une grande transformation du image de notre monde. Elle dit qu'avant, on a plutôt vu, encore la Renaissance, le monde comme un organisme, quelque chose organique qui vit. Euh, il y avait aussi cette mot de terre-mère, Mother Nature, que c'était aussi sanctionné moralement de ne pas, par exemple, pénétrer la mer Terre parce que, alors, par exemple, l'extractivisme était interdit parce que c'était vraiment vu comme une vol du planète et tout ça. Il montrait des choses comme ça, que encore dans l'époque de Renaissance, il y avait cette image d'un monde organique et qu'un moment clé de prise de pouvoir de capitalisme tôt était la scientification de notre image du monde et de la transformation de notre image du monde dans un mécanisme. Que le monde n'est plutôt quelque chose qui vit, qui est organique, mais c'était plutôt une machine qui est très prévisible pour un Dieu. Ça, il y a des lois éternelles et on peut le prévoir si on est Dieu ou si on est homme, un homme, qui est
préféré, privilégié par Dieu. Et alors, c'est toute cette image patriarcale de, de monde comme machine qui légitime une nouvelle reine, pas que sur l'environnement, mais aussi une nouvelle reine sur les femmes, sur la sphère qui se décrit traditionnellement féminin, et aussi sur des autres peuples pas blanches, en fait. Que c'est aussi tout ça, c'est mis plutôt proche à la culture dans la catégorie de nature. Et il y a le raison, l'esprit qui règne sur ça. Et c'est la culture blanche qui a ce projet colonial qui est aux bases de la projet du capitalisme. Euh, et ça, je trouve vraiment une analyse très importante pour comprendre notre moment. Parce que, comme je viens de déjà dire, que à cette époque-là, cet mécanisme, cette image du monde comme une machine était quelque chose minoritaire en fait. C'était une élite, mais c'était quelque chose de minoritaire. C'était quelques philosophes assez privilégiés comme Descartes, comme Bacon, qui ont pensé comme ça. C'était un peu fou pour la plupart. Ils ont aussi pensé que les animaux sont des machines et je ne sais pas, je suis parent d'un chien. Et c'est difficile d'imaginer un chien comme une machine, mais Descartes a réussi à faire ça. Mais qu'est-ce que je veux dire avec tout ça? Que cette image du monde comme machine était quelque chose de minoritaire, mais qui a rencontré un intérêt capitaliste bourgeois à cette époque-là. Et c'est à cause de ça pourquoi cette philosophie-là est devenue un peu la philosophie moderne. C'était pas parce que tout le monde a, toute une couple pensé comme ça, mais c'était un intérêt d'une nouvelle classe qui était en train de devenir le pouvoir définitif du monde. Euh, à cette époque-là, alors le 16e, 17e siècle, c'était encore une philosophe avec une philosophie avec pouvoir, mais minoritaire. Et moi, je m'intéresse comment, avec des machines comme la voiture, ça c'est devenu une science commune. Que cette idée, au bas c'était une idée que la machine que le monde est une machine, que ça c'est devenu une idée et aussi un sentiment qu'il faut avoir pour survivre dans ce monde-là. Et on voit déjà des extraits de Karl Marx dans son description de conditions ouvrières. Alors, si tu travailles à une machine pour 10 heures par jour, tu te sens aussi comme une machine. Alors, ça, c'est déjà une mécanisation de notre expérience de être dans le monde. Mais ça, c'est plutôt juste une classe, c'est juste le travail. Et je crois qu'avec la machine de transport, c'est vraiment devenu aussi inscrit dans notre environnement partout, en fait. Et ça a déjà commencé avec le train, en fait. Il y a un livre très bon de Wolfgang Schivelbusch qui a écrit que le premier il appelle ça la newtonisation de perception, était le train. On est vraiment séparé du environnement et on le traverse, on le regarde, on peut même lire en même temps qu'on traverse la nature qui est vraiment pas moi, c'est l'autre. Euh, mais je crois vraiment la radicalisation et qu'est-ce que c'est peut-être même plus important, l'individualisation de cette perspective est faite par la voiture, en fait, et instaurée par la voiture. Euh, pour vous donner une source assez autoritaire, je veux vous montrer une citation très très longue de Herbert Marcuse, que j'aime assez bien pour analyser notre état. Je ne sais pas, est-ce que tu as peut-être envie de le lire parce que ton français est beaucoup mieux? Euh, Prenons un exemple simple. Un homme voyageant en automobile sur une longue distance détermine son itinéraire au moyen d'une carte autoroutière. Les villes, les lacs et les montagnes y apparaissent comme des obstacles devant être contournés. La campagne y est organisée et conçue en fonction des autoroutes.
Ce que le voyageur y trouve n'est plus qu'un produit dérivé ou une annexe à l'autoroute. Divers panneaux indiquent au voyageur quoi faire et quoi penser. Il se charge même d'attirer son attention vers les beautés de la nature ou vers les vestiges de l'histoire. D'autres ont déjà pensé pour lui, et cela peut-être dans son meilleur intérêt. Des aires de stationnement ont été aménagées là où la perspective est la plus étendue et la plus impressionnante. Des publicités géantes lui indiquent quand s'arrêter et où trouver l'endroit idéal pour une pause bienfaisante. Et tout cela est sans aucun doute à son avantage, sa sécurité et son confort. Il obtient ce qu'il désire. Le commerce, la technique, les besoins humains et la nature sont unis dans un mécanisme rationnel et opportun. Réussira mieux celui qui suivra ses indications, subordonnant du coup sa spontanéité au savoir anonyme qui a tout arrangé pour lui. C'est pas encore fini, désolé. Le plus important est qu'une telle attitude, qui dissout les actions humaines en une séquence de réactions semi-spontanées répondant à des normes mécaniques et imposées, est non seulement parfaitement rationnelle, mais aussi parfaitement raisonnable. Toute protestation est dénuée de sens et l'individu qui mettrait en avant sa liberté d'action passerait inévitablement pour excentrique. Crank. Nous avons ici une américaine qui pourra confirmer la traduction. Il n'y a aucune échappatoire personnelle à l'appareil qui a mécanisé et standardisé le monde. C'est un appareil rationnel qui combine un maximum de convenance à un maximum de commodité, qui sauve temps et énergie, élimine les pertes, adapte moyens et fins, anticipe les effets, établit des prévisions et garantit la sécurité. Merci beaucoup pour ça. Désolé pour vous montrer cet extrait super long, mais ce sont des mots très clairs et qu'est-ce que je trouve super intéressant, c'est que c'est très très tôt. C'était écrit dans 1941. Euh, et il y a ce livre de Kristen Ross, Fast Car, Clean Bodies, et elle décrit très bien que cette époque-là, qu'elle appelle le postmodernisme, est peut-être plus bien équipé de montrer la violence de notre vie quotidienne parce que cette génération-là a vu une avant. Et nous sommes tellement habitués à ce monde-là que qu'est-ce que décrit Marcuse nous, nous semble presque trop normal de le décrire en fait. Alors je crois vraiment que cette génération postmoderne, même de gens comme Paul Virilio, comme Jean Baudrillard, qui sont un peu fous de base, mais qui sont assez intéressants pour comprendre cet grand écart après la Deuxième Guerre mondiale qui a vraiment changé notre relation à la monde d'une façon comme décrit Marcuse maintenant, et qui est aussi le moment clé d'instauration de homogénéité dont je parle, que c'est vraiment ce moment-là où la façon de vivre en Europe, au moins, sont en train de se homogénéiser. Et c'est une violence, mais c'est aussi un désir dedans. Et la plupart des gens étaient intéressés par ça. Et beaucoup de philosophes critiques comme Marcuse, de Baudrillard, qui sont plutôt de gauche, ont été aussi assez choqués que c'était la force ouvrière qui était en train de se dissoudre aussi d'une manière parce que tout le monde veut une voiture tout d'un coup. Alors on est content de travailler chez Ford et on a une voiture et c'est bon comme ça. Alors c'est vraiment cette homogénéisation aussi de formes de vie capitaliste du base est quelque chose de très intéressant et je trouve encore assez réfléchi aujourd'hui. Et comme ça, je trouve vraiment que retourner à cette source du postmodernisme est assez intéressant pour penser. Et si c'est clairement parfait comme citation pour moi parce qu'il dit que c'est non seulement parfaitement rationnel, mais aussi parfaitement raisonnable. Et je trouve ça très fort. ouais, je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment une question de raison. Et je trouve
la politique verte naïve qui parle toujours de il faut être raisonnable, il faut prendre plus de train, moins de voitures et tout ça. Je crois que c'est une faible critique qui ne voit pas assez profondément comment notre façon de vie est liée à une notion de raison qui date 400 ans et qui est pas aussi facile de changer d'un jour à l'autre. C'est juste, c'est pas une question de argumentation, de meilleure argumentation, mais c'est une raison qui aussi est matérialisée dans notre vie quotidienne. Alors, tu peux avoir une idée d'une façon de vivre plus écolo dans une zone ou je sais pas où, mais quand même, tu fais une incorporation de cette raison-là chaque jour. Et on ne se rend pas assez euh, euh, on ne voit pas assez le grave conséquences de cette façon, je trouve. Et pour moi, le moment dans cette situation que je trouve le plus intéressant, c'est cette, que si l'individu qui mettrait de l'avant sa liberté d'action passerait inévitablement pour excentrique. Et j'ai mis crank, qui est la version originale en anglais, parce que excentrique, c'est presque un peu pas assez forte, parce que crank, c'est plutôt un fou, c'est vraiment une idiot, en fait. Et je trouve ça intéressant que c'est, et ça, euh, il y a un lien avec l'extrait de David Lynch, en fait, que la femme, elle est vraiment un idiot. Et il n'y a rien à faire avec cet affect-là. Et ça, c'est une condition d'un autre monde qu'on a construit. Et si on a un privilège, on est un artiste performatif comme moi, on peut utiliser, on peut être cet idiot-là pour un moment donné. J'ai fait de projets performatifs où j'essaie d'être cet idiot dans l'espace public. Je vais vous parler plus tard de ça. Mais il y a une force normative de ça qui est très, très forte, en fait. Parce que c'est à un niveau inconscient qu'on ne veut pas être idiot dans notre société. Euh, et pour montrer ça, il y a un travail artistique que j'aime très bien de Michael Pinksy, un artiste anglais, qui a fait un travail artistique assez simple de base, en fait. Alors, il a juste assemblé de signes de trafic à une rond-porte, juste dans une façon aléatoire, en fait. Et pour lui, c'était. Alors, je l'ai croisé une fois et on a parlé sur ce projet artistique. C'était fait dans les années 2000, je crois. Et il n'a pas vraiment pensé que ça va causer un scandale comme tel. Mais c'était vraiment un scandale qui était dans tous les grands journaux anglais, en fait. Ça, c'est le Daily Mail, un journal plutôt de droite, qui a vraiment fait un scandale au page 1 du journal, que c'est quelque chose qui menace les humains qui ont dépendance à la voiture et que c'est vraiment hors de responsabilité de artistes de créer des choses comme ça. Il faut faire ça dans une galerie, dans une safe space comme ça, mais on ne fait pas ça dans l'espace public. Et je trouve ça très intéressant parce que ça montre vraiment notre dépendance logocentriste dans notre relation à la monde. Comme décrit Marcuse déjà, on, notre interaction avec l'environnement, normalement, c'est pas que on cherche par son ou par son ou même par impression visuelle où on veut aller, mais on cherche un signe qui écrit Paris ou je sais pas Nantes ou je sais pas où on veut aller et après on suit le signe. J'aime très le signe toute direction en France. Ça, c'est vraiment mon signe préféré. En fait, mon couverture préférée serait une signe de toute direction parce que je le trouve vraiment remarquable. Mais c'est une autre histoire. Euh, oui, que c'est comme être normal dans ce monde-là. On est tellement dépendant de ce régime oculacentriste et logocentriste qu'une intervention artistique assez simple comme ça peut vraiment bouleverser ou créer un scandale. Et ça, je trouve très intéressant en fait. Euh, qu'il y a un potentiel
cet être idiot qui peut aussi créer une agression, en fait. Et pour ça, j'avais aussi, bon, euh, euh, c'est une autre citation, mais je vais juste faire une petite sommaire de ça, c'est de Rebecca Solnit, euh, qui montre, alors c'est de base, c'est un livre super bien sur se promener, en fait, donc toutes les manières de se promener, mais qui montre aussi que se promener dans la plupart de notre environnement urbain, c'est un signe de faiblesse. Ça peut être un luxe. En Paris, c'est encore une zone de luxe. C'est assez facile de se promener. Si on va dans quelques banlieues, c'est pas aussi joli de se promener. Et comme notre monde est vraiment défini plutôt par les machines que par le corps humain, qu'il y a vraiment cette instauration de désir de devenir une machine pour être quelqu'un dans le monde, en fait. Et qu'il y a une invitation corporelle partout, qu'on est frustré par son faiblesse de son corps même, parce que c'est pas assez vite, c'est pas assez protégé et tout ça, et que ça, c'est aussi quelque chose qui nous influence inconsciemment chaque jour, chaque heure, si on traverse le rue, en fait. Et que ça peut créer aussi une frustration qui peut se transformer dans une agression, en fait. Et pour ça, je veux vous montrer le deuxième film de Goofy. Je ne sais pas si vous connaissez Motormania. Quand j'ai découvert ce film-là, j'étais vraiment surpris parce que, oui, à cette époque-là, j'ai pensé, alors la critique de voiture, c'est quelque chose de gauche, c'est quelque chose, oui, minoritaire. Et après, j'ai découvert ce film-là des années 50 de Walt Disney. Euh, oui, je vais vous montrer. Parce que je trouve que ce film-là montre vraiment très bien la potentiel d'agression dans notre vie quotidienne avec la voiture.
30 seconds ago. Oh, on a race, do they? Well, they ain't gonna get ahead of me. Morning. Big place. A spot of gold. Not everyone has a spot to pocket. Deprived of his protective armor, Mr. Wheeler, motorist, becomes Mr. Walker, pedestrian. Of a pedestrian crossing the street, it has often been said, fools step in where angels fear to tread, or a friend in need is a friend indeed. There's a will, there's a way. All right, there. Mr. Walker gains the haven of his car, with the knowledge of how the other fellow feels, except once behind the wheel, Mr. Walker reverts to form, and again becomes Mr. Wheeler, motorist. Well, too bad, Mr. Wheeler. You've broken your toy. Let this be a lesson, Mr. Wheeler. Drive safely. Play fair. Give the other fellow a break. And shut up. Ouais. Je vois déjà que je parle déjà pour 45 minutes. J'ai encore une autre Une demi-heure si tu veux. même plus peut-être, mais on verra. Bien sûr. Okay. Tu veux un autre café? Oui, pourquoi pas. Je sais pas si. J'ai intitulé cette part phallus et utérus parce que c'est une critique assez facile de dire que la voiture est une prolongation du pénis, en fait. C'est une machine très masculiniste et tout ça. Et tout ça est vrai, mais je crois quand même que ça va aussi encore pas assez profond de comprendre la voiture que comme un phallus, mais aussi comme un utérus, que ça a aussi une façon d'être un espace utéral qui te protège. Et je trouve que cette film-là de Goofy montre très bien cette interdépendance de deux aspects du machine, que c'est pas qu'un phallus, mais aussi un utérus, parce que une ville automobilière a un environnement radicalement changé qui affecte aussi
tous les autres êtres vivants qui ne sont pas dans une voiture. Et on voit très bien que Goofy a vraiment de problèmes de survivre comme humain normal dans la ville. Et alors, il y a ce désir pour être protégé et aussi avoir la force, le phallus, dans cette voiture-là. Et je crois que cette condition-là est politiquement très important de se rendre compte parce que la voiture a un aspect de safe space pour beaucoup de gens et même peut-être plus pour les personnes minorisées, racisées et tout ça. Avant que je vais parler un peu plus sur ça, je veux juste aussi dire très vitement que cette agression-là qui veut défendre la voiture est quelque chose instauré par l'extrême droite et qui est aussi utilisé comme un utile contre le mouvement écolo, le mouvement gauchiste, toujours. Et cette Porsche qui a un sticker de Fuck You Greta montre juste que le parti politique plutôt de droite utilise vraiment ce ressentiment d'une façon efficace. Et je crois qu'en Allemagne et en Autriche, où la culture automobiliste est même plus établie qu'ici, et aussi le lobbyisme automobilier est beaucoup plus fort, qu'on a vraiment vu comme un backlash dans les dernières années que les partis de CDU, de FDP et de AfD, alors centre-droite jusqu'à extrême droite, ont vraiment utilisé la peur des gens d'être libérés de leur voiture était un agacement politique clé dans ce mouvement-là. Je vais revenir plutôt à ça comme cet pétromasculinisme, comme Kara Daggett dit, c'est quelque chose de super important pour aussi comprendre notre époque proto-fasciste maintenant. Ouais. Juste pour retourner avant ça à cette idée de voiture comme safe space, j'ai dédié un chapitre, dans ce livre de 400 pages, qui n'a pas fait la traduction, sur l'histoire de voitures dans le mouvement de Nord en États-Unis, le Civil Rights Movement. Il y a cet livre de, c'est quoi ça, Gretchen Sorin. Elle a écrit une histoire du mouvement d'émancipation du Nord aux États-Unis de perspective de voiture, en fait. Et elle donne pour l'argument que sans voiture, le mouvement de droite civile n'aura pas eu le même succès qu'il a avec la voiture. C'est parce qu'on pourrait boycotter le bus comme merde, c'est quoi ça nom? Rosa Parks, dans le mouvement autour de ça, parce qu'on a eu des voitures. Et pour les organisateurs politiques, et spécialement dans les États du Sud des États-Unis, où il y avait un interdit de prendre les hôtels, un interdit de prendre le bus pour le Nord, une voiture était vraiment importante d'être capable de survivre là-bas. Et ce n'était pas n'importe quelle voiture, mais il faudra vraiment la meilleure voiture, la plus grande voiture, parce qu'il y avait le Ku Klux Klan et tout ça qui ont vraiment aussi menacé les gens. Alors, il faudra vraiment que tu aies la voiture qui est plus vive et plus forte que ça. Et toute vie, elle donne cet argument historiquement que c'est vraiment un moment clé qui se miroire encore dans beaucoup de vidéos de rap noir aujourd'hui, que cette glorification des SUV ou de grosses voitures, c'est encore une mémoire de cet espace protégé pour des gens racisés. Et je trouve ça, c'est vraiment un moment clé pour avoir une critique écolo intersectionnelle, qui n'est pas que d'une perspective de blanche, qu'il y a une nécessité pour cette safe space pour les gens qui sont plus menacés dans notre espace public que nous et que c'est pas la même distribution de toxicité pour tous. Et si on comprend la toxicité pas comme une toxicité environnementale, mais aussi une toxicité raciste, une toxicité sexiste et tout ça. Et alors, il y a une camarade en Allemagne qui a fait un livre
sur cet aspect de safe space. Elle a aussi parlé beaucoup avec des gens transsexuels qui disent, même à Berlin, j'aime pas prendre le transport public parce que chaque deuxième jour, tu vas être agressé par quelqu'un. Alors, c'est juste que tu prends une voiture. Alors, dans une monde transphobe, c'est juste d'une manière qu'on veut prendre la voiture. C'est la même si tu agressé d'une façon raciste chaque jour. Oui, clairement, tu veux prendre la voiture. Et ça, pour une politique écolo qui veut avoir un succès dans un monde pluraliste et pas d'une perspective suprématiste blanche. C'est vraiment important de se rendre compte de cet aspect-là que une politique environnementale, c'est pas que d'essayer de créer des espaces sains d'une façon écologique, mais aussi des espaces sains qui sont pas codifiés par le racisme et le sexisme et tout ça. Euh, 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 ok, non, non, merci, en fait, non. Hmm. Et juste dernier mot sur cet aspect de safe space. Il y a un travail que je trouve très intéressant de Markus Wissen et Ulrich Brandt, de sciences politiques, scientistes politiques allemands, qui ont fait cette analyse de phénomène SUV, le 4x4. Euh, que le achat de 4x4, c'est pas un signe de déni de crise climatique, mais c'est un signe d'acceptance de crise climatique par une certaine classe, une certaine identité. Parce que, alors, oui, on voit la crise climatique va arriver, il y aura des inondations, il y aura des émeutes, je sais pas. Il faut une voiture plus grosse pour être capable oui, continuer. Et on voit très clairement qu'il y a 20 ans, la voiture qui était vraiment le symbole de status était plutôt la voiture de vitesse qui était très basse et tout ça. Et ça, c'est pas du tout le cas. Maintenant, c'est vraiment le SUV qui est beaucoup plus haute et c'est vraiment aussi cet espace protégé qui est le SUV. Et je trouve ça, c'est très important pour aussi comprendre notre situation politique, que les gens comprennent qu'on est dans la crise, mais les réactions ne sont pas aussi rationnelles qu'on pense que tout le monde va acheter de repas organiques et créer, je sais pas, des ZAD. Oui, ok. Ça, c'est un peu mon deuxième chapitre que j'ai fini. Je prends beaucoup plus de temps que j'ai pensé, mais c'est bon. Je vais maintenant continuer à la troisième chapitre qui est sur la création d'une nature comme la voiture et une machine qui produisent la nature. Et pour ça, je vais vous montrer un film. Cette fois, un film que j'ai fait avec un collectif qui s'appelle Auto Affaire, avec Rusty Pemat, Victor Köstler et André Siskowski. C'est un film qu'on a fait dans le plus grand parc national d'Autriche, le Nationalpark Hohe Tauern, où on veut un peu explorer cette relation entre fétichisme de nature et voiture. Oui, je vais vous montrer ce film après, parler un peu plus sur ça. Euh, pour les gens qui sont là sur Zoom, et si vous écoutez pas J'ai trouvé la solution. ok, cool, parce que sinon, il y a le lien dans la présentation qu'on peut Ah, utiliser. très bien. On va voir si ça marche. Ouais. C'est en anglais, mais sous-titré en français, en fait.
Qu'est-ce que vous attendre de lumière? Close your eyes. Désolée. Imagine yourself at your favorite spot. La dimanche. Non, mais c'est bon, on continue, puis on donnera le lien après. Comme ça, on fait comme ça. Ah, on demande à Kylian. Oui. On donnera le lien après. C'est bizarre.
Ça, c'est à 2800 mètres dans le parc national Ruhr-Tauern. Ça, c'est un parking de 5 étages. Et dans le premier étage, il y a une exposition sur les voitures de vitesse. Et ça, c'est le plus grand glacier d'Autriche. Le Pasterze. Ça, c'est le plus haute montagne, le Großglockner. Et les deux sont vraiment devenus un objet de consommation quotidien. Et cette rue-là, on paye, je crois, 34 € pour rentrer. C'est la première site touristique d'Autriche. Il y a, je crois, 400 000 personnes par année qui prennent cette route-là juste pour consommer les montagnes. Ouais. C'est vraiment effrayant d'être là. J'ai vraiment eu du mal de me tenir debout. Ouais. Et un truc remarquable, c'est dans un parc national. Alors, le parc national a une tâche d'éducation du peuple à devenir plus écolo, disons. Et alors, on est remercié par de grands affiches dans la rue. Merci, vous protégez la nature avec je ne sais pas quoi en fait, mais ce sont les affiches. Et si on arrive ici, à le plus haut point, il y a des images, comment était le glacier il y a 20 ans, 50 ans, 100 ans. Et comme vous pouvez imaginer, c'était plus grand qu'aujourd'hui. Et je trouve ça, c'est une autre métaphore clé pour notre tragédie moderne, que on peut se rendre compte, on peut être triste que oui, alors la pastèque c'est en train de s'évaporer, mais la seule moyen d'y arriver avec une voiture. Alors on a contribué à la destruction et comme avec la biche dans le film de David Lynch, c'est cette tragédie, oui, on l'aime, mais malheureusement on continue à le détruire en fait. Et je trouve vraiment que le parc national sont une pointe de focus où on peut vraiment très bien comprendre cette relation avec la nature qui n'est pas menée par une volonté destructive, mais plutôt par une étrange façon d'amour à quelque chose absolument extériorisé. Est-ce qu'on peut peut-être mettre la lumière ou quoi? Ouais. Et je vais retourner. Ah oui, ok, ça c'est peut-être pas le lumière. Ah, oui. Oh, c'est pareil. Ouais. Et alors, je fais quelques études dans mon livre de la création, le développement du parc national, qui était un phénomène états-unien. Le premier était avant de la voiture, en fait, en 1870. Je vais prendre le chiffre belgique. Mais vraiment, le moment où il y avait vraiment une élaboration de beaucoup de parcs nationaux était à la même époque que
quand la voiture est vraiment devenue un objet de désir de la majorité, en fait. Et une motivation clé de demander de parcs national par le Wilderness Movement, le mouvement sauvage, qui était un des mouvements clés qui ont demandé avec succès de créer le parc national aux États-Unis, était de vraiment créer, comme c'était expliqué dans le film, de créer de son route. Parce qu'on a vraiment vu où il y a une route, il y a bientôt un motel, une station de pétrole, et encore. Alors la civilisation va s'établir et la nature va être détruite. Alors on a vraiment essayé de créer cette zone sans humanité. Et humanité était, je crois que c'était peut-être la première fois, était fait l'équivalent à voiture. Une humaine, c'est voiture, et alors il faut essayer de pousser les voitures et les humains en dehors pour protéger la nature. Et je crois comme ça, cette relation entre voiture et nature était vraiment une machine à produire ce dualisme entre culture et nature qui est devenu à ce moment-là un sens commun. Que c'est vraiment la nature, c'est pas mon corps, c'est pas l'arbre dans le cours ici, mais c'est vraiment le plus bel lac, les plus belles montagnes, loin de où la vie culturelle se passe en fait. Et ces moments-là, je trouve très intéressant parce que comme ça, la nature, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas quelque chose quotidien, mais c'est quelque chose exceptionnel. Il ne se passe pas quelque chose vraiment relevant pour la vie quotidienne, la vie culturelle, économique des humains, mais c'est quelque chose où on a un désir d'y aller chaque week-end pour les vacances et tout ça. Et cette dialectique, je trouve très intéressante parce que c'est vraiment un phénomène moderne. Comme c'est aussi décrit dans le film, les montagnes ont été considérées laides, même déjà encore dans l'époque baroque, en fait. Et, euh, et ça a vraiment changé qu'avec l'industrialisation de villes. Alors, les premiers hommes, c'était que des hommes, qui ont été sur les sommets alpines, ont été pour la plupart des Anglais, en fait, qui viennent de Manchester, de Birmingham et tout ça. Alors, ça déjà montre que le désir de conquérir, de se immerger à la nature pure, comme les montagnes, est vraiment un produit, un résultat de l'industrialisation des villes. Et que cette façon de protéger la nature comme quelque chose extérieur, c'est pas quelque chose qui est un désir naturel des humains, mais c'est aussi un produit du capitalisme, en fait. Et ça, je trouve vraiment important pour penser l'écologique sans nature, majuscule, je dirais. C'est juste une image que j'aime beaucoup, c'est dans le parc national de Californie. Euh, il ne faut pas une explication non plus. Euh, Juste un truc pour ajouter que cette tragédie moderne que je viens de décrire, que on voit l'humain que quelque chose qui est mauvais pour la nature, alors il faut séparer les deux nettement. Ça a aussi de conséquences d'une violence coloniale énorme parce que, comme beaucoup de vous savez, l'instauration du parc national était accompagnée par l'expropriation de beaucoup de peuples indigènes, en fait. Et que cette définition de humain comme quelque chose de mal a nous rendu incapables d'imaginer un autre être humain qui peut vivre dans une relation plus productive, même mutuellement positive avec l'environnement. Mais on fait vraiment cette définition essentialiste que l'humain, c'est mal pour la nature, alors il faut le séparer. Et je crois aussi que vraiment le parc national ont été vraiment une machine à créer cette notion de humain comme mauvaise pour l'environnement et qui a mené aussi avec ça à cette expropriation des peuples indigènes. Ça, c'était une chose du passé dans les États-Unis. Ça s'est passé pas comme tel en Europe, comme oui, il n'y a pas une indigénité pareille, mais ça se passe encore dans les pays asiatiques et Afrique. Le dernier cas que je connais, c'était en 2022, où il y avait créé un nouveau parc national en Tanzanie. Il y avait plus que 20 000 Maasai
qui ont expulsé pour protéger la nature. Et maintenant, comme une riche blanche d'Europe, on peut y aller faire un safari dans une voiture, mais c'est libérer des humains pour le protéger. Et comme une agenda de protection environnementale majoritaire et de créer beaucoup plus de parcs nationaux, il y a ce danger-là que ça va aussi continuer à exposer des autres façons de performer l'humanité, pas dans une façon aussi pire que la nôtre, en fait. Et ouais, c'est juste ça que je veux dire sur la relation nature et voiture. Ok, ça c'est le troisième part. On est maintenant à 16h30. J'ai encore deux parts en fait. Mais comment est-ce qu'on se sent? On peut aussi discuter. Tu peux aller jusqu'à peut-être 17h, Ok. 17h15 max, parce qu'après, je pense que ça va faire beaucoup. Oui, je vois, oui. Pour Non. moi aussi. Pour toi aussi. Parce que 17h, c'est pas mal. Oui, avant 17h, bientôt terminé, bien sûr. Terminé à 17h. Ok, cool. Oui. Ouais. Alors, j'ai fait vite. Non, je vais faire l'histoire du fascisme, mais peut-être on va discuter la stratégie pour se libérer de cette condition autoroutière, parce que ça, c'est vraiment quelque chose où je cherche aussi la dialogue ouverte, parce qu'on n'a pas les solutions. Moi, j'ai pas de solutions parfaites. Mais je crois pour trouver la solution, il faut se rendre compte que, alors, mon thèse que je lance dans ce livre-là, c'est vraiment que sans époque fasciste, qui était assez courte en fait, on n'aura pas la même monomodalité de trafic qui est centré sur la voiture qu'on a maintenant. Et je parle pas que de Allemagne et Italie, où il y avait du fascisme réel, mais je parle de Europe entière. Je suis même prêt d'élargir mon argument sur les États-Unis, en fait. Mais pour comprendre ça, il faut se rappeler que notre façon de décrire l'histoire de l'introduction de technologies majoritaires est très naïf, en fait. Normalement, on raconte l'introduction de voitures qu'il y avait un génie, normalement un homme, qui a inventé la voiture. C'était Carl Benz ou n'importe qui. Il a inventé cette machine et tout le monde a aimé cette machine, alors tout le monde a acheté ça et maintenant on est dans ce monde-là. Ça, c'est un peu normalement l'histoire de l'introduction de voitures. Et ça invisibilise, Oui. Qu'il y avait une histoire de rébellion, de révolte contre la voiture dans la première décennie de voiture qui est presque tout oubliée. Et ça, je trouve vraiment intéressant parce que quand j'ai commencé à écrire ce livre, il y avait la letzte génération, la dernière génération, c'est le dernier renouvellement, mais c'est un peu une autre chose en France, qui a bloqué les routes. Et tous les médias ont dit, ah, ça c'est trop radical, il faut s'arrêter à un moment donné. Et après, j'ai découvert toute cette histoire des années 10 et 20. Et voilà, j'ai une autre citation une des premières fétichistes de voitures qui était un gros bourgeois qui a fait un grand voyage de voiture à 1009-2. Et il décrit, jamais dans ma vie, je n'avais essuyé autant d'invectives que lors de mon voyage en auto en 1009-2. Tous les dialectes germaniques s'y étaient mis, de Berlin à Dresde, de Vienne à Munich, en passant par Bolzano, puis tous les idiomes italiens de Trente à Sorrente. Sans compter les imprécations muettes que sont les mouvements de poing, les langues tirées, le dos tourné et bien des autres choses encore. Et je trouve cette description très, très cool, comment c'était de prendre la voiture dans cette période très tôt pour la voiture. Et il y a beaucoup de cas où il y avait même murder, de meurtre à cause de voitures. Il y a un cas où des gens d'un village près de Berlin ont mis un fil de fer dans les arbres et ça a coupé la tête de deux gens dans la voiture.
Et s'il y avait un accident, parce qu'il y avait beaucoup d'accidents dans le village et aussi dans les quartiers ouvriers, parce qu'ils n'étaient pas optimisés pour les voitures, on a eu, comme conducteur de voiture, eu le droit de s'enfuir, de juste reporter le prochain jour, parce on savait que le danger d'une justice par eux-mêmes qui va mettre le conducteur était tellement haut, en fait. Alors, on était vraiment alors, le premier livre pour le conducteur de voiture, on conseillait à conducteur de prendre un fusil avec un pistolet parce que le danger d'être attaqué était vraiment beaucoup, en fait. Et ça, je trouve super intéressant, en fait, comme histoire. Euh, et aussi, la voiture à cette époque-là était plutôt une utile, pas très utile pour quelques riches, en fait. Parce que une autre truc fascinant de la voiture est que, à cause de beaucoup de propagande, on pense de la voiture comme une machine individuelle. C'est le voiture dans le désert toute seule. Mais comme le train, en fait, la voiture ne sert pas beaucoup sans un gros système infrastructurel qui est aussi complexe que le système ferroviaire, en fait. Mais notre propagande hollywoodienne, aussi des affiches, nous rend incapables de penser ça, en fait. Aussi que le coût de maintenir les autoroutes, c'est même plus haut que le coût pour le ferroviaire. Mais notre idéologie de base moderne nous rend incapables de réfléchir sur ça, en fait. Et alors, à une époque où il n'y avait pas une infrastructure automobilière, euh, parce qu'il y avait déjà un très bien réseau ferroviaire, par exemple, euh, la voiture n'était, comme je viens de dire, n'était pas très utile. C'était juste un truc qui était drôle pour quelques bourgeois d'être indépendant. C'était très cher, ça n'a pas très bien marché et ça a créé beaucoup de poussière partout, qui était gênant. Ça a tué beaucoup d'animaux, des enfants et tout ça. Alors, c'était vraiment juste un énervement. Et euh, comme il y a, il y avait déjà un très bien réseau de se bouger avec le train, avec les autres moyens, il n'y avait vraiment pas un intérêt de créer ce grand réseau d'infrastructures dans des pays démocratiques. Alors, c'est dit que Hitler a créé le premier réseau des autoroutes, mais qu'est-ce qu'on ne sait pas, que le plan pour cet réseau de Fritz Todt ont été déjà faits pour la République weimarienne, alors la République démocratique d'Allemagne avant, mais il n'y aurait aucun intérêt de le réaliser. Parce que pourquoi? Il y avait 0,2 de personnes en Allemagne à cette époque-là qui ont été propriétaires de voitures. Alors, ça sera vraiment juste une politique pour les super riches de construire un réseau des autoroutes. Alors, dans un pays démocratique, il n'y a pas une légitimité pour instaurer ça. Et on voit même dans Angleterre, par exemple, Churchill, qui était vraiment pas un mec de gauche, il a dit que ça fait pas de sens de créer ça parce que c'est juste pour les aristocrates. Ça fait pas de sens de créer ce système parce que les gens sont assez contents avec ce qu'il y a en fait. Et pour comprendre pourquoi on a dépassé de, de cette période où la voiture était plutôt une utile, une toy, un jouet, à une machine qui crée une dépendance pour tous, en fait, il faut vraiment comprendre que c'était un élément clé de prise de pouvoir du fascisme, en fait. La première autoroute qui était jamais construite était construite dans la première année de prise de pouvoir de Mussolini, entre Milan et le Lago Maggiore. C'est très indicatif déjà parce que Milan, c'était la ville la plus riche d'Italie où tous les capitalistes ont vécu. Et le Lago Maggiore, c'était où tous les villas de riches étaient. Alors, c'était vraiment un cadeau pour la classe capitaliste pour les donner la sécurité qu'on ne va pas vraiment menacer. Parce que le fascisme est un moyen
utiliser le ressentiment, la frustration de classe ouvrière d'une façon qui ne menace pas le, l'ordre établi, disons, l'ordre établi capitaliste bourgeois. Et cette pari est vraiment un moment clé pourquoi le fascisme a reçu tellement beaucoup de soutien par la classe bourgeoise. Alors, la NSDAP et le parti Avant en Allemagne ont été fortement soutenus par les industriels comme Fritz Thyssen, comme par la IG Farben et beaucoup d'autres industriels, et qui ont eu beaucoup plus d'argent que le Parti communiste ou le socialiste, qui était super fort en fait, à ces moments-là, parce que il y avait cette compromis de classe que euh, on va donner pouvoir ou faire semblant de donner pouvoir au peuple, mais on ne va pas menacer l'ordre établi. Et ça, c'était vraiment le moment clé pourquoi les autoroutes étaient tellement importantes parce que au bas, c'était vraiment l'argument, on veut créer un nouveau marché, que tout le monde va acheter une voiture, tout le monde va être content parce qu'ils ont le droit d'avoir une voiture et l'ordre capitaliste va être même plus stabilisé parce qu'il y a maintenant cette réseau d'infrastructure. Oui, ça c'est juste un truc que j'ai récemment découvert. Dans les années 90, il y avait une call, call for action. Un appel. Un appel à des artistes pour créer le nouveau mémorial pour le Holocauste. Et vous connaissez probablement le mémorial qui a gagné à Berlin. Et une proposition n'était pas Rudolf Herz et Reinhold Matz, c'était de rendre 1 kilomètre d'autoroute entre Francfort et Hanau dans une zone où il y a de pierres, oui, et que le droit de rouler à 30 km par heure et il y a toujours le signe qui donne la mémoire à la victime du Holocauste. En fait. Et je trouve, c'était clairement pas réalisé, mais je trouve que c'est une très bonne proposition et il faut se souvenir de cette proposition, je trouve. Qui montre aussi que ce projet de premier réseau autoroutier du monde était vraiment cet élément clé de violence, de nazisme, qui a aussi quelque chose à faire à créer ce sens de la nature allemande, comme on voit dans cette affiche de propagande à gauche, que c'est vraiment une mise en scène de la nature allemande par l'autoroute, qui peut être consommée par chaque Allemand avec le Kraft durch Freude Wagen. Le Kraft durch Freude, ça se traduit par force par joie, voiture. C'est le précurseur de Volkswagen. Et ça, c'était vraiment le compromis de classe à cette époque-là, qu'on va construire cette immense infrastructure, mais on va aussi rendre capable les hommes normaux d'être capables d'acheter des voitures. Et le Kraft Freudewagen était l'idée qu'on doit épargner à une caisse populaire 999 Reichsmark et après on a une voiture. C'était vraiment cette création d'un désir d'indépendance dans cette réseau autoroutier qui était un moment clé de aussi gagner le petit bourgeois à ce projet fasciste en fait. Qui a créé un marché pour les industrialistes et qui a aussi créé un nouveau désir masculiniste de consommer la nature et l'environnement, d'avoir cette indépendance moderne en fait. Et on voit très clair que c'est un homme blond qui conduit et c'est une femme blonde de deux enfants blonds contents. Alors c'est vraiment cette histoire de création d'une famille hétérosexuelle qui est un moment clé dans la création d'un désir fasciste.
Mais il faut aussi le dire que le Troisième Reich n'a pas réussi à vraiment créer assez de voitures parce que la guerre était commencée très bientôt et il y avait que environ 1000 Kraftwerkfreudewagen qui ont été vraiment vendus. Et après, on a changé la traduction, la production dans les usines de voitures pour les tanks, en fait. Ça, c'était aussi, bien sûr, un très bien moyen d'éviter le contrat de Versailles, qui ont interdit à l'Allemagne de se remilitariser après la Première Guerre mondiale. Alors, on a dit, ah oui, on va construire des usines de voitures, pas de problème. Et surprise, on peut aussi très bien construire des tanks dans l'usine de voitures. Et alors, c'était dans l'époque du Troisième Reich, c'était que la création de ce désir d'avoir une voiture comme une famille de petits bourgeois hétérosexuels normales, mais ce n'était pas vraiment réalisé. Cette réalisation est vraiment un moment clé dans l'époque de après-guerre, en fait. C'est vraiment aussi le lien entre le fascisme et le semblant démocratie après. Parce que l'industrie était déjà faite, l'infrastructure était déjà construite, alors toutes les conditions matérielles ont été déjà là, le désir était créé par la propagande, alors qu'est-ce qu'on appelle le miracle de l'économie, le Wirtschaftswunder en allemand, je trouve que c'est vraiment un déni qu'on appelle ça un miracle, c'est juste une continuation d'une politique fasciste dans le signe démocratique capitaliste en fait. Oui. Il faut ajouter qu'il y a que les autoroutes ont été construites par beaucoup des ouvriers forcés, forced labor, comment on dit? Oui. Travail forcé. Alors, c'était pas aussi beaucoup de juifs, mais plutôt de socialistes, de communistes, de queer et tout ça qui ont été forcés à construire cette autoroute. Il y avait environ 80 000 mortes à cause des autoroutes de construction aussi. Ouais. En Allemagne? En Allemagne, oui. Et aussi, le calcul était, si on a un système autoroutier, on peut bouger les troupes beaucoup plus facilement, clairement. Mais ça n'a pas très bien marché en fait parce qu'il y avait un système autoroutier en Allemagne mais pas en Pologne ou en France. Alors c'était pas très bien pour l'attaque, mais à défense c'était vraiment c'était horrible pour l'Allemagne. Et le tank qu'on voit ici dans la photo, c'est un tank américain qui va vers Berlin en fait. Alors cette calcul n'a pas très bien marché pour Hitler, heureusement. Mais oui, alors on est là, on a cette création de un désir et d'une infrastructure automobiliste qui n'a pas existé et je dirais qui ne pourrait exister dans une Europe qui est restée démocratique en fait. Parce qu'il n'y avait pas cette volonté du peuple. Il faut se rendre compte de ça parce que notre façon d'écrire cette histoire technologique normale rendre ça invisible en fait. Et le moment clé est que cette instauration du système automobilier n'est pas que restée en Allemagne et en Italie, mais ça a aussi créé une pression dans les autres pays européens comme la France, comme l'Angleterre, parce qu'on a vu que oui, alors cette miracle d'économie, cette Wirtschaftswunder en Allemagne, ils ont juste perdu la guerre, mais leur économie est super forte et si on crée pas la même infrastructure, on va avoir un problème bientôt. Alors, c'était vraiment cette force de créer un système des autoroutes en France et en Angleterre qui ont été construits même plus vite qu'en Allemagne. Parce que c'était cette nécessité économique. Si une fois on a créé ce système, ça crée une dépendance aussi dans les autres pays avec on fait l'économie en fait. Et ça montre la destruction aussi des autres systèmes mobiliers, de mobilité, qui est même plus pire en France, en Angleterre et aussi aux États-Unis. C'est un peu notre histoire.
qu'on peut très bien voir dans cette carte-là. C'est la France, comme vous voyez. C'est le réseau ferroviaire vous voyez, et je dirais c'est aussi une conséquence de cette prise de pouvoir du fascisme qui a un héritage matériel de longue durée qu'on ne se pas rend compte assez, je trouve. Juste une autre image, et peut-être on peut arriver à la fin de la discussion après. Ça, c'est les États-Unis dans les années 10, alors en 1910. Et ça sont les États-Unis, alors aussi le réseau ferroviaire. Et ça, c'est 100 ans plus tard. Ouais. Parce qu'on dit toujours que les États-Unis, c'est une pays de voitures, et c'est super centré sur l'automobile, mais en fait, c'était aussi une pays de train avant, en fait. Mais on oublie ça maintenant. Oui. Oui, pour peut-être résumer, après on lance la discussion et on verra où on va. Je trouve que c'est vraiment important que cet sentiment d'être sans alternative, que oui, les gens ont besoin d'une voiture d'aller à la travail et tout ça, et ils ont un désir pour la nature, alors il faut les soutenir pour aller et faire des vacances là-bas avec les petits enfants et tout ce truc-là, que c'est pas une condition naturelle, mais c'est une condition euh, produit avec beaucoup de violence et que nous, depuis 2 ou 3 générations, habitons dans un monde qui était vraiment vidé violemment des alternatives qu'on peut même plus imaginer. Euh, Parce que, oui, c'était des générations qui ont été forcées de s'habituer à ce nouveau état de choses. Et alors, c'est vraiment une tâche multisensorielle, corporelle de recréer des autres relations. Et je crois que c'est vraiment euh, le, le tâche clé que c'est pas une, une, appel individuel que toi et moi doivent se changer. Alors, je dois prendre le vélo, pas la voiture, tout ça. Mais il faut que nous, ensemble, changeons notre relation à l'environnement. Et il y a beaucoup d'intérêts capitalistes qui sont très intéressés de maintenir cet état, même dans une crise climatique qui nous rend tout fous. Mais on voit très bien que le 4x4 sont aussi une très bonne réponse pour ça et ça crée beaucoup plus de capital pour les industriels. Et à cause de ça, je suis très intéressé dans le mouvement zadiste, de ZAD. Et je pense que votre travail de Institut Momentum et de Forum Biomobile est très inspiré aussi de cette façon de penser l'environnementalisme par une tâche de, change, de créer des autres terrains, des autres relations à la terrain. C'est pas, il faut maintenir l'économie, il faut maintenir notre système familial, notre système de genre et tout ça dans le même état, mais qu'il faut vraiment créer des autres cosmologies, pour utiliser un mot de Philippe Descola, qui nous rendent capables de peut-être pas voir la nature juste pour quelque chose de dehors où on doit aller avec une voiture, mais que c'est vraiment une, une tâche écologique ou environnementale dans le sens large qu'il faut créer des environnements, que c'est pas, il faut changer notre habitude ou notre comportement quotidien, mais il faut changer l'environnement. Et nous avons changé l'environnement dans les dernières 100 années d'une une façon super toxique et destructive. Et je crois qu'une politique environnementale qui peut avoir une chance doit réverser ou changer cette relation à l'environnement.